Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour Parler, le premier podcast de la négociation en France. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier pour votre quotidien professionnel et personnel. Vous aimez notre podcast? N'oubliez pas de vous abonner. Toutes les 2 semaines, nous recevons un expert qui abordera une problématique et vous partagera ses astuces pour mieux négocier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pour Parler pour la seconde fois dans notre podcast Benjamin Sylvan. Comment ça va, Benjamin? Très bien, merci. Et merci pour l'accueil. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, écoute, en pleine forme, je suis extrêmement ravi de t'avoir dans ce podcast qui va sortir sur le début d'année 2023. Pourquoi ce début d'année 2023? Parce que tu sors ton premier ouvrage. Avant de rentrer en détail sur ce premier ouvrage qui est vraiment très intéressant, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas entendu notre premier podcast que nous avions tourné ensemble sur la définition du problème de mémoire? Et qui était un chouette échange déjà. Donc, je suis coach, négociateur et médiateur de conflits. J'accompagne essentiellement des décideurs qui sont en situation de conflit, en individuel ou en collectif, et avec une approche de résolution de conflit ou de médiation de conflit. Hein, donc c'est voilà, essentiellement. Et c'est une pratique que j'aime bien faire, et les échanges qu'on peut avoir régulièrement, c'est à la fois aussi d'avoir une pratique terrain et de pouvoir réfléchir sur cette pratique terrain pour essayer de prendre un petit peu de recul, de hauteur, et de penser aussi la discipline en tant que telle. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours? Parce que je trouve que ton parcours, ce que tu as fait un petit peu avant, est intéressant parce qu'il teinte assez fortement, je trouve, l'écriture de ton ouvrage et même son angle. J'ai un doctorat de philosophie. Voilà, donc, une recherche sur philosophie des sciences cognitives, voilà, qui date déjà un peu, mais qui effectivement, pour moi, est dans la continuité. Ma pratique et ma réflexion sur le sujet est dans la continuité de ces recherches-là, et avec une approche philosophique, voilà, conceptuelle, abstraite, qui pour moi permet peut-être de clarifier ou d'aller interroger certains concepts, certains présupposés, d'une manière aussi plus générale, plus systémique, et de pas simplement les prendre pour acquis ou les inférer d'une expérience pour elle-même. Voilà. Et c'est donc oui, ça teinte avec le côté nourri d'une pratique et pour nourrir une pratique. Donc j'aime bien les deux aspects, à la fois réflexion, etc. Puis après un parcours qui passe par de l'enseignement universitaire que je continue à faire, par des grandes entreprises, et puis des cabinets de gestion de crise, résolution de conflits, et puis en indépendant depuis quelques années. Oui, t'accompagnes tant des structures type entreprise, organisation que des individus sur de la formation, du conseil ou du coaching sur ça. C'est ça. Bon, cet ouvrage, on va donner le titre pour ceux qui l'ont pas encore vu, puisqu'on va sortir le podcast, je pense 1 semaine ou 2 semaines, enfin quelques jours après la sortie de ton ouvrage, Faciliter la résolution de conflits, sur une belle maison d'édition qui est Interédition chez Dino. Interédition, ouais, super. Est-ce que tu peux, avant qu'on rentre dans le détail de cet ouvrage, un peu cette genèse, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire là-dessus? Comment t'es venue cette idée de coucher sur le papier ce travail? Alors, de manière très, j'allais dire, voilà, très, voilà, peut-être très pédante, c'est je ne trouvais pas un ouvrage qui présentait un angle comme celui-ci. Et donc l'objectif ou l'intention était
est de nourrir un dialogue, un débat sur la discipline, avec un apport de disciplines croisées, et notamment de la philosophie, avec de la psychologie, avec de l'économie cognitive, de la négociation, l'ensemble en fait de ça, pour se dire peut-être qu'on peut encore aller questionner des concepts, des présupposés, des principes, et aller se nourrir de ce qui se fait dans d'autres disciplines pour peut-être apporter un éclairage un peu différent, ou au moins enrichir un point de vue, pour se dire que voilà, c'est aussi une discipline qui est vivante, qui évolue, et je pense que c'est important de le faire nourrir. Et c'était pour nourrir ce débat-là, en fait. Donc, à la fois avec un angle qui est très conceptuel, hein, qui est dans la réflexion. Il y a une première partie qui est quasiment philosophique sur la question, tout en gardant en fait l'optique d'une pratique, parce que ça reste une pratique, et de pouvoir faire des connexions, voire développer des outils qui permettent en fait sur le terrain d'enrichir la caisse à outils du négociateur, du médiateur. Ouais, c'est ce que je te disais en aparté avant qu'on commence l'enregistrement. Et bon, forcément, c'était pas enregistré. Je disais que ce que j'avais aimé dans la lecture de l'ouvrage, c'est que c'était du Benjamin. On n'aime pas, c'est pas. Mais il y a un parti pris. Et ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai dû lire quelques livres sur la négociation et lire du Kahneman, lire du Cialdini, lire du Yuri. Du Fischer, bah ouais, c'est cool, mais je les ai déjà lus. Alors lire des ouvrages qui vulgarisent ce qui a déjà été vulgarisé, au bout d'un moment, t'en perds presque l'essence. Et t'arrives à des ouvrages qui peuvent être très très bien vendus. Alors, je pense notamment à un ouvrage américain qui est Ne coupez pas la poire en deux, mais c'est un patchwork survulgarisé de choses qu'on retrouve, des copier-coller de parties entières de livres, un peu de choses près, qu'on retrouve ailleurs. Alors que dans ton livre, il y a un parti pris. Voilà, ça c'est ma perception du conflit, ça c'est ma perception de la résolution de conflit, de la médiation, de la négociation. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on apprend forcément quelque chose. Et en ça, je trouve que c'est toujours riche d'avoir ce regard. Donc bravo pour l'effort, parce que c'est pas évident d'être sur une écriture qui est comme ça. Sur ta première partie, faciliter la résolution de conflit, la première question que j'ai envie de te poser, c'est déjà cette notion de conflit. Qu'on a dans ton titre, parce que alors je vais me faire l'avocat du diable, hein, tu m'en excuses bien évidemment, mais je suis pas forcément en guerre dans l'entreprise, je suis pas forcément en guerre dans les relations aux autres, j'ai pas de conflit. Est-ce que ce livre s'adresse que à des militaires qui sont en guerre? Non, et ce qui passe aussi par une définition du conflit. Donc en fait, le titre faciliter la résolution de conflit est assez simple dans la mesure où il me donne le plan du bouquin. Il y a, pour comprendre le titre, il faut comprendre qu'est-ce qu'un conflit, qu'est-ce que la résolution de conflit et comment on peut faciliter la résolution de conflit. Donc il y a 3 parties, c'est assez simple là-dessus. Le conflit, effectivement, a cette connotation militaire, cette connotation de rapport de force, de rapport de pouvoir, de confrontation, d'antagonisme. Okay. Mais il me semble que c'est l'une des formes que peut prendre le conflit. Ah, d'accord. Et c'est aussi l'occasion de revenir sur c'est quoi le conflit, c'est quoi un conflit. Et si j'ai écrit aussi ce bouquin, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à trouver une définition positive du conflit. Ah, est-ce que tu peux nous la donner dans ce cas-là, ta définition ou ta... Alors la définition à laquelle moi j'arrive, que je propose, c'est que le conflit en fait est un ressenti d'une contrainte interprétée comme volontairement entravant notre action. D'accord. Donc c'est un ressenti. Ok. Donc c'est un sentiment. Voilà. Pas une réalité. Donc il n'y a pas une réalité autre que celle de l'émotion et du ressenti de la personne. Ça aussi c'est un point, c'est-à-dire que ça pose déjà qu'il n'y a pas une objectivité, une réalité objective du conflit indépendamment des personnes qui sont en conflit, qui se sentent en conflit. Et c'est le ressenti d'une contrainte, donc de quelque chose qui nous serait imposé,
de manière intentionnelle, volontaire de la part d'autrui, pour limiter notre champ d'action. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. Ça veut dire que dans le conflit, c'est ça qui était intéressant, il y a une notion, c'est volontaire. Et c'est orienté face à quelqu'un. Ça peut pas être involontaire ou... Alors, c'est une interprétation. Cette contrainte est interprétée par la personne qui la ressent. Donc en fait, une personne peut se sentir au conflit vis-à-vis de quelqu'un ou par rapport à quelqu'un sans que l'autre sache qu'il est en conflit ou qu'il est impliqué en fait dans une représentation de conflit. Ok, si on prend un exemple simple, je veux partir en vacances à la mer, ma femme veut partir en vacances à la montagne. Moi, j'ai pas d'intention de lui nuire, j'ai pas d'intention d'être sur un processus de malveillance auprès d'elle, même s'il y a un processus de résistance ou d'assertivité pour moi. Dans quelle mesure tu le considères comme un conflit ou pas un conflit, ça? J'aurais tendance à dire que c'est pas un conflit. D'accord. Ou je peux pas encore caractériser de savoir si c'est un conflit, parce que ça peut être simplement un débat, un dialogue, un échange. D'accord. Ok, oui, tout à fait. Okay. Il y a un désaccord, on n'est pas d'accord sur un point, mais s'il n'y a pas une intention ou l'interprétation d'une intention comme étant volontairement malveillante, c'est juste de dire, mais en fait, on est indifférent et on discute, on n'est pas d'accord. Non, c'est intéressant. Mais ça veut dire que si tu pars du principe que, par exemple, c'est une définition assez vulgarisée du conflit, mais j'aime bien qu'il y ait un désaccord exprimé ou non exprimé qui peut être latent. En tout cas, c'est des différences d'opinion. Et puis après, on peut négocier. Typiquement, on peut négocier ses vacances ou on peut négocier son restaurant pour aller sur une négociation vraiment très terre à terre. Mais la négociation implique qu'il y ait ce désaccord. Pour toi, dans la négociation, donc il n'y a pas forcément de conflit. Il peut y avoir un désaccord, ça suffit. Le conflit est une étape au-delà qui est dans l'intention de malveillance. Alors, c'est dans le vécu du postulat d'une intention malveillante. C'est dans la perception. Si l'un des protagonistes, en fait, le prend pour lui, il en tient, en fait, moi je veux aller à la mer et il veut m'imposer d'aller à la montagne parce que volontairement, il sait que j'aime bien la mer et que je déteste la montagne et donc il veut me faire souffrir ou quelque chose comme ça. Je pourrais avoir un ressenti qui est de dire il me veut du mal. Maintenant, si c'est juste, c'est des propositions qui sont avancées sur la table et en définitive, on ne pourra en prendre qu'une des deux, ben là peut s'engager un dialogue, une négociation avec des enjeux, mais sans qu'il y ait nécessairement un vécu négatif. J'entends. Et ce qui fait de cette dichotomie dans ta définition du conflit, si je comprends bien, tu as forcément une vision manichéenne qui va arriver avec ce constat qui est soit tu es pour moi, soit tu es contre. Mais il n'y a pas de gris. Alors il n'y a pas de gris où en fait il n'y a pas de nuance qui sera interprétée comme étant une nuance. C'est-à-dire que tu pourrais imaginer qu'il y a un continuum avec des extrêmes, si tu veux, mais effectivement, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi, enfin, soit tu es pour moi, soit tu es contre moi. Et ce qui fait que effectivement, il n'y a pas de neutralité possible. C'est-à-dire que celui qui dit bof, je sais pas, on va dire en fait, bah, tu es contre moi parce que tu me soutiens pas. Ouais, c'est très, très manichéen, quoi. Très manichéen. Et ça, c'est manichéen sur la dynamique du conflit. Oui. Et ce que je rattache à la gestion du conflit, en fait. On va te demander de changer le curseur sur cette ligne.
d'être pour ou d'être contre, mais finalement, c'est toujours soit une résistance à quelque chose qu'on veut m'imposer, soit c'est en fait je me soumets, je préfère, j'accepte l'intention de l'autre au détriment de la mienne. Oui, je me soumets ou je peux fuir. Et c'est intéressant. Et donc, ça nous amène d'une certaine manière à cette notion que tu évoques assez bien dans ton livre, qui est un paradoxe au niveau du conflit. Le paradoxe au sens de on est acteur du conflit. On est acteur. Donc le conflit est dans l'interaction, il n'est pas dans l'individu. Il est dans l'interaction, il n'est pas dans l'individu. C'est-à-dire que l'individu aura le ressenti, aura l'impression d'être en conflit. Mais si le conflit n'était que dans la personne, eh ben, finalement, il suffirait de changer la personne ou de changer son point de vue pour que le conflit disparaisse. Alors que c'est aussi pour ça qu'il ne peut y avoir de conflit contre personne. Même si, contre intention, c'est-à-dire on peut personnifier un objet ou un robot ou quelque chose de dire qu'il a intention, mais on ne peut pas être en conflit avec quelque chose d'inanimé, quelque chose qui n'a pas d'intention en fait. Ça serait un accident ou ça serait en fait un obstacle sur notre chemin. D'accord. Mais on ne serait pas destiné contre nous. Oui, on n'aurait pas cette notion de objet inanimé. Avez-vous une âme? Il n'y a pas d'intention dans l'objet de d'écorcher ton doigt de pied quand tu passes à côté. Et c'est le truc, c'est soit t'as la tuile qui t'est tombée sur la tête et c'est un accident parce qu'en fait c'était pas destiné contre toi. Si maintenant tu imagines qu'il y a une force, quelle qu'elle soit, qui volontairement t'a balancé la tuile sur le crâne pour te faire passer une mauvaise journée, là t'es en conflit. Je comprends. Est-ce que ça veut dire que dans cette dynamique où on est pour, contre, qui est effectivement pour le coup assez binaire, j'ai l'impression que le bras armé de cette dynamique dans l'interaction à l'autre, c'est de vouloir avoir raison et de montrer, de prouver à l'autre qu'il a tort et inversement. Et donc d'être dans une forme d'argumentation, contre-argumentation, en tout cas un échange assez stérile où on impose un point de vue. Où on impose un point de vue, et c'est là aussi c'est important. C'est-à-dire il y a cette notion de vouloir soumettre l'autre à son intention. Parce que tu pourrais avoir un débat philosophique, une dispute d'idées, qui est le terme. Là, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ce livre, et on peut argumenter, on peut changer, si tu veux. Mais si c'est destiné à faire nourrir un débat, si c'est pas destiné contre la personne en face, tu vois, on peut dire là, il n'y a pas de conflit. Donc il y a métaphoriquement un conflit d'idées, si tu veux, mais on n'en veut pas à la personne. Il n'y a pas d'intention malveillante contre la personne. Vraiment, dans ton travail, tu notes une importance très forte à l'intention. Ça va être intéressant d'en parler parce que il y a cette idée, nous, qu'on a dans notre travail, qu'on retrouve dans cette phrase qui est assez célèbre, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est que les gens, quand ils font quelque chose, l'intention primaire qu'ils ont pour eux est toujours louable. Ils vont toujours chercher un bénéfice dans l'action de quelque chose. Et pour avoir côtoyé des criminologues ou des gens qui travaillent dans la police et la gendarmerie sur des crimes assez odieux, sur les phases d'audition avec donc des gens qui sont coupables, leur intention à eux dans leur référentiel, malgré l'acte odieux qu'ils ont commis, est louable. Au nom d'une religion, au nom d'un principe, au nom d'une voix dans la tête, au nom d'un bien-être. Donc, cette notion d'intention, comment est-ce que tu fais pour la différencier d'une certaine manière de l'impact que ça va avoir? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Chacun voit midi à sa porte. Donc, dans notre propre cadre, dans notre propre référentiel, on a toujours d'excellentes raisons pour faire ce qu'on fait. Okay. Et tu peux même pousser le bouchon en disant que par défaut, tu peux considérer que on agit toujours pour exprimer la meilleure option qui nous apparaît la plus pertinente au moment où on l'a fait. Oh, super, j'aime beaucoup. Tu vois? Donc, de dire malgré compte tenu de notre cognition limitée ou du manque d'informations qu'on a, c'est si on a fait ce choix-là, et tu peux prendre n'importe quel criminel ou quoi que ce soit pour effectivement que son acte dans son propre référentiel
puisse être considéré au moment où il le fait comme étant la meilleure option accessible pour cette personne à ce moment-là. Oui, on fait de notre mieux, hein. On s'efforce. On fait de notre mieux à chaque fois. Ouais. Donc, en fait, c'est pour ça que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est que parfois, on pense faire quelque chose de bien sans imaginer les conséquences que ça peut avoir, l'impact que ça peut avoir. On sous-estime ces conséquences. Alors, soit on les sous-estime, parfois on ne les voit pas du tout, en fait. D'accord. Tu vois, le nombre... Je me souviens d'un cas où t'as un commercial qui revient, il dit c'est cool, j'ai fait plus 200% des commandes qu'on m'avait demandé, j'ai signé en fait pour 200% plus de commandes qu'on m'a demandé. Et puis quand il est revenu au bureau, les gens lui ont fait la gueule en disant mais on n'a pas le stock quoi. Et on pourra pas avoir le stock. Donc là où lui pensait avoir fait une performance, finalement ça peut mettre en difficulté toute l'organisation. Donc, soit on les mésestime, soit on n'a pas envisagé les conséquences que ça pouvait avoir. Mais là où c'est intéressant, je pense, dans l'interaction conflictuelle, c'est que je vais, moi, interpréter ton intention dans mon propre cadre de référence. Okay. Et c'est là où il peut y avoir un bug en disant, moi, j'aurais pas pris cette option-là comme étant la plus pertinente à ce moment-là. Mais si je considère, si je plaque mon référentiel sur l'autre, je vais dire, en fait, il est bête. Oui, mais c'est un jugement de valeur, j'entends. Donc, s'il a fait ça et que c'était son meilleur choix, volontairement, il n'a pas voulu prendre le meilleur choix. Ok. Oui. Et c'est là où tu vas commencer à dire, volontairement, en fait, comme il a la possibilité de prendre le meilleur choix au meilleur moment, s'il l'a pas fait, c'est qu'il a une intention cachée. Donc tu lui attribues en fait ce côté malveillant, c'est en fait dans ton propre cadre de référence que tu calques sur celui de l'autre. Et c'est là où il y a des quiproquos, c'est là où en fait tu considères que pour lui, par exemple, tu vois, si je reprends mon exemple du commercial, tu pourrais avoir le responsable d'exploitation qui va te dire mais en fait t'es con quoi. T'as pas imaginé que, et peut-être que l'autre dans son référentiel de commercial, non, ça n'apparaissait pas sur la carte. Peut-être qu'on n'avait pas documenté suffisamment la carte. Peut-être qu'il l'a pas pensé à ce moment-là. Mais lui n'avait certainement pas l'intention de couler la boîte. Oui, ou peut-être qu'il se dira, on y réfléchira plus tard, business first et chacun son expertise. Et puis moi, si je suis capable de surperformer, eux seront capables de surperformer dans leur domaine, etc. Mais tout ça, c'est des postulats d'intention. Ils sont des inférences, et les inférences, c'est toujours un peu casse-gueule. Oui, et c'est ça qui va générer le malentendu, puis l'incompréhension derrière de dire potentiellement le commercial pour avoir cette vision, je suis pas reconnu à ma juste valeur alors que j'ai des objectifs et qu'on me donne pas les moyens de les faire, ou je surperforme et je suis pas reconnu à ma juste valeur. Ou les autres sont nuls parce que en fait ils sont feignants, ils veulent pas, etc. Ils veulent pas créer de la valeur. Mais et l'autre côté, le centre d'exploitation qui va avoir une vision à l'inverse, qui est de dire, nous, on est toujours le parent pauvre ou le parent faible, ils vendent sans se soucier du delivery, et maintenant, qu'est-ce que ça coûte? Voilà. Et tu vois, soit c'est simplement un problème qu'on peut objectiver, et là, on va dire, il y a peut-être un problème de communication entre les deux, ou de méconnaissance du métier de l'autre, ou des informations que possède l'autre. Et on peut juste dire, on peut corriger ça. Soit les personnes peuvent considérer que l'autre volontairement agit contre lui. Et là, il va y avoir un conflit. Et toi, c'est plus sur le ressenti qui va générer, qui est de dire si l'autre il dit oui, en fait, il est idiot, il est con, et en plus, il cherche à me saborder. Ce que je vais faire, je vais faire probablement que la personne va réagir d'une manière en disant je vais faire un coup derrière qui va l'embêter, et puis, etc. Ça regarde. Mais dans ce cas-là, s'il y a cette intention malveillante et qu'on est dans cette dichotomie pour et contre, et c'est là que ton travail, je trouve qu'il est assez intéressant, c'est comment tu sors de cette impasse binaire pour ou contre. Et le pour et le contre, c'est vraiment le conflit tel que l'on le retrouve dans
la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, c'est-à-dire que j'essaye d'imposer à l'autre jusqu'à ce que l'autre résiste mais cède. Et puis en fait, il y a un cercle où celui qui a cédé va chercher à se réarmer à un moment pour essayer de contraindre l'autre, etc. Donc on a une dynamique. Et c'est pour ça que ce pour et contre finalement nourrit la gestion du conflit, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas le conflit. On va le moduler de temps en temps en disant, quand on a bien écrasé l'autre, on va attendre, on aura un peu de répit et puis on aura des moments plus chauds. Okay, mais l'interaction reste toujours une interaction qui est insatisfaisante pour l'ensemble des parties prenantes. D'accord. Donc pour sortir de ça, il y a la possibilité d'essayer de faire différemment. De se dire quelle interaction pourrait être satisfaisante, quelle remise en cause, et c'est là où je rajoute un axe qui est perpendiculaire, qui est orthogonal à celui-ci, qui va être un axe de faire soit avec l'autre, soit de faire sans l'autre. Et en fait, de poser ça qui permet de résoudre le conflit, mais qui impose finalement à prendre sa part de responsabilité dans l'interaction. Donc c'est pas suffisant de dire c'est de la faute de l'autre. À un moment, comme on est dans une interaction, on tient un bout quand même, et ce qui implique de réfléchir sur quel est notre intérêt, donc quels sont nos enjeux à avoir une interaction qui est insatisfaisante pour nous. Non, tu passes de ce modèle pour-contre avec un modèle avec et sans l'autre. Ouais. 2 axes. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur ce cadre de référence, parce que ça t'amène dans l'ouvrage à avoir ton profil d'engagement sous la position, mais en plus d'avoir des schémas qui sont plutôt bien faits et qui sont qui semblent assez puissants. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'informations sur cette vision que tu as du pour-contre avec sans? Ça dessine ce que j'appelle une boussole de résolution de conflit. C'est ça. C'est-à-dire, on peut imaginer en fait comme une boussole où il y aurait 4 points cardinaux. Il y a le pour, le contre sur un axe et l'avec, sans de l'autre. Et au milieu, il y a la situation qui n'est pas satisfaisante pour la personne au moment où elle est. C'est une boussole au sens, ça ne va pas dire ce qu'il faut faire, mais ça permet de considérer des directions pour interagir de manière différente avec la personne. Donc là, on a vu depuis tout à l'heure cet axe pour-contre. Okay. Donc soit je me soumets à l'autre, soit je résiste en essayant d'imposer mon point de vue à l'autre, sachant que dans les 2 cas, il y a une considération de soi et la considération de l'autre. Donc c'est là où il y a une dimension philosophique qui me paraît importante. C'est-à-dire que lorsque je fais pour l'autre, c'est-à-dire que j'accepte de ne pas assumer mon point de vue. D'accord. Pour adopter la soumission. L'autre. Okay. D'être dans un processus de soumission. D'être dans un processus de soumission. Alors, on peut avoir la soumission volontaire, si on veut. Mais je suis prêt à me nier moi-même au résignation. De l'autre. Voilà. De l'autre côté, quand je résiste, finalement, le bout de cette résistance, c'est que j'essaye d'imposer à tout prix, je résiste, je ne veux pas accepter le point de vue de l'autre, et je cherche à lui imposer mon propre point de vue. Donc, d'une certaine manière, je nie l'autre dans son point de vue. Donc, sur cet axe des X, on a d'un côté le pour, d'un côté le contre, d'un côté, dans cet axe qui est conflictuel, la résignation. Je vais le faire pour l'autre, et quitte à m'oublier, et je vais avoir ma satisfaction peut-être dans le fait de correspondre aux attentes de mon interlocuteur, ou je vais le faire contre l'autre, et dans ce cas-là, je vais être dans un profil avec une volonté de résistance. On est au-delà de l'assertivité, j'imagine, on est dans l'affirmation de soi. Dans l'affirmation de soi, et qui peut passer par la négation active de l'autre. Voilà. Donc en fait, si tu veux un schéma très caricatural, on est dans le maso d'un côté et le sado de l'autre. Ok. Voilà. Et qui peut aller très très loin. C'est-à-dire qu'on peut littéralement se nier soi-même. Donc ce qui peut avoir des actes comme ça pourrait pousser au suicide ou à la démission ou à sortir, enfin à se mettre réellement en danger. Et de l'autre côté, mettre en danger l'autre, c'est-à-dire que on va l'anéantir pour préserver notre point de vue.
On a des exemples dans l'actualité internationale qui sont assez clairs là-dessus. Mais on voit que là, le paradoxe de ça, c'est on refuse l'interaction. On refuse d'être en relation avec quelqu'un d'autre. Parce que soit on refuse soi-même d'assumer son point de vue dans l'interaction, soit finalement on va refuser que l'autre puisse avoir son point de vue dans l'interaction. Oui, c'est ça. C'est binaire. C'est pour ou contre. C'est très binaire et en définitive, finalement, on n'a qu'une seule solution, qu'une seule échappatoire. Donc on ne crée pas de richesse. Finalement. Il y a toujours un point de vue qui est plus fort que l'autre. Et c'est ce point de vue-là qu'on prend tel quel à la fin et on ne garde de manière caricaturale plus rien de l'autre. C'est vrai que c'est antinomique avec ce qu'on peut percevoir comme la négociation. Nous, dans notre travail, la négociation, c'est un mode de décision partagé où l'autre a la capacité de dire non. Mais tu vois, il y a cette notion c'est un mode de décision qui est partagé. C'est-à-dire qu'on va se mettre à deux pour avoir un accord et on va co-construire. J'abandonne mon pouvoir de décision pour le remettre entre Benjamin et Julien. Donc, avec l'incertitude qu'on ait un accord ou pas, hein. Bien évidemment, parce que tu as la capacité de dire non, j'ai la capacité de te dire non. Et puis derrière ça, on va co-construire. Et puis après, advienne que pourra. Mais tu vois, déjà, quand on cherche à co-construire, déjà, tu fais une place au point de vue de l'autre. Bien sûr. Ah oui. Donc, ça veut dire que mon point de vue, je suis prêt à considérer que c'est pas le meilleur possible, peut-être. Peut-être qu'il sera, mais peut-être qu'il devrait être amendé. Et pareil pour le point de vue de l'autre. Et là, on rentre déjà dans cet axe de faire avec l'autre. C'est-à-dire qu'on va prendre les différents points de vue, on va les différents enrichissements possibles, et là, on va faire avec. C'est-à-dire qu'on va essayer de bricoler un point de vue qui est un intermédiaire entre les deux, dans le pire des cas, ou qui permet d'accéder à un objectif commun, à quelque chose de plus, qui est plus que la somme des parties, en fait. Et donc, dans cet axe des Y que tu vas avoir sur ta boussole, tu as ce avec, tu as ce sans. Donc, est-ce que le sans, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, mais peut-être que je fais une erreur, c'est cette notion qu'on retrouve dans la littérature sur la gestion de conflit qui est l'alternative, c'est que je vais faire sans l'autre avec une option qui n'est pas à la table de la négociation. Et avec, c'est que je vais prendre une option, ou en tout cas, on va co-construire une option, un champ des possibles avec mon interlocuteur pour avoir un accord. C'est ça où j'ai pas forcément compris la subtilité. Alors, chercher une troisième alternative, c'est faire avec. C'est-à-dire, tu gardes la relation avec l'autre. D'accord, c'est être en accord sur le désaccord. C'est être en accord sur le désaccord, et parfois, cet accord sur le désaccord amène à une prise de conscience en disant, oui, nos deux points de vue, en fait, ne collent pas. Ne nous permettent pas, en fait, de sortir de la situation, mais on peut ensemble chercher d'autres options. Voilà. Donc ça, on fait encore avec. Intéressant, ok, super. Donc là, la négo, c'est faire avec, si tu veux, avec toutes les options. Voilà. Le faire sans, c'est sortir de l'interaction avec l'autre. C'est de se dire, quand j'analyse bien la situation, en fait, la relation insatisfaisante, le conflit ne m'apporte rien. Et ça serait une rupture de relation. Mais une rupture qui est volontaire, qui n'est pas subie, c'est juste de dire, on n'est pas d'accord, et en fait, on arrive à la conclusion qu'on ne sera jamais d'accord, mais non seulement ça, mais en plus, on n'a pas envie d'être d'accord. Donc, il n'y a pas cette intention d'être d'accord. Il n'y a pas d'accord sur le désaccord. Il y a un désaccord même sur le désaccord. Soit il y a un désaccord sur le désaccord, et à ce moment-là, il y a une sortie unilatérale qui est de dire, en fait, je peux pas discuter avec ces personnes-là. Okay. Donc, en fait, je romps les relations et je vais faire ma vie de mon côté et lui de la sienne. Okay. Soit il pourrait y avoir un accord consenti, qui est de dire, on se met d'accord, on est en désaccord. Et on se met d'accord. Donc là, c'est une partie du avec, si tu veux, et que finalement, on accepte qu'il n'y aura jamais de solution satisfaisante pour nous deux à ce désaccord. Est-ce que c'est pas un peu déterministe? Dans quel sens? De cette notion, cette temporalité de dire on sera jamais d'accord.
peut-être partant du principe que demain, pour une raison X ou Y, il va y avoir une nouvelle information, il va y avoir un facteur exogène dans notre système avec une rupture, enfin une innovation, une nouvelle information, un changement de paradigme, un changement de ce qu'on veut, qui modifie la donne du problème. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on est d'accord. Et effectivement, le toujours, on ne sera jamais, ça sera toujours limité et quantifié à notre propre cadre de représentation au moment T. D'accord. Mais on pourrait, dans ce cas-là, faire une pause et de se dire, pour l'instant, on n'est pas d'accord, mais si les conditions changent, peut-être qu'on peut discuter de nouveau. Là, tu restes dans le avec. Le sens, ça serait de dire, moi, je me rends compte dans ma carte que je n'ai aucun intérêt à avoir un accord avec l'autre. C'est-à-dire que le sous-texte, c'est finalement, je peux me débrouiller sans l'autre. Je n'ai pas besoin de l'autre. C'est une forme d'indifférence à l'autre. L'indifférence est une forme là-dessus, qui va être dans la négation finalement de l'autre et de dire je m'en vais. Oui, c'est pas bien ou c'est pas mal, c'est juste que je ne t'apporte rien, tu ne m'apportes rien dans l'interaction qu'on vit et puis basta, c'est comme ça. Bah oui, et puis c'est ok, on n'a pas besoin de se prendre la tête en fait. Oui, c'est ça. Donc soit tu peux le faire de manière multilatérale, bilatérale, c'est-à-dire on se met d'accord pour se dire ciao, bye bye. Ok. Hein, soit tu peux le faire de manière unilatérale, et là, ça serait de l'indifférence, qui est, je veux dire, je préviens même pas l'autre, en fait. Ah oui, ok. C'est juste de dire, en fait, ça m'intéresse pas. Ok. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'interaction avec l'autre. Ouais. C'est juste, tu vois, à partir du moment, et c'est là aussi on me pose parfois la question de dire, oui, quelle est la différence entre un conflit dans une organisation et un conflit familial? Et ben oui, dans le conflit familial, que tu le veuilles ou non, la personne sera dans ton arbre généalogique. Donc, tu auras toujours une interaction directe ou indirecte avec cette personne-là, même si tu veux plus la voir, même si tu veux plus parler avec. D'où l'intérêt plutôt de faire avec. Maintenant, si dans une interaction, dans une organisation, une interaction commerciale, tu peux très bien dire, on fera pas affaire ensemble, basta. Très clair. Ok. Mais tant que c'est pas dans une optique de revanche, tu vois, de se dire tiens, pour le moment, j'ai pas assez de billes ou assez de pouvoir pour pouvoir l'écraser. Oui. C'est comme ça parce que c'est comme ça. Il y a cette notion un peu de c'est comme ça, c'est le dharma d'une certaine manière qu'on retrouve dans la philosophie hindouiste. Oui, mais tu peux aussi le comprendre comme étant volontaire un choix délibéré de la personne. D'accord. Donc l'intérêt, ce qui me semble intéressant dans une boussole comme ça, c'est de rendre en fait les parties prenantes auteurs de leur part dans l'interaction et pas simplement acteurs. Tu vois ? Et c'est juste. Et là, oui, quelqu'un pourrait dire, là, je fais 100 parce que finalement, je peux me débrouiller tout seul, et s'apercevoir a posteriori de se dire non, finalement, ça aurait été mieux de renouer, de continuer une interaction avec l'autre et d'essayer de renouer une nouvelle relation, si tu veux. Très clair. Au centre de tout ça, entre le avec, sans, le pour et le contre, t'as ce que toi t'as appelé cet état contrarié. Est-ce que ça veut dire que quand on reste à l'intersection de ces quatre ou de ces deux axes, mais de ces 4 points pour, contre, avec, sans, on est sur ce que toi t'appelles cette notion d'état contrarié, c'est-à-dire peut-être de l'immobilisme ou cette notion d'immobilisme. Qu'est-ce que je fais? Alors, il y a l'immobilisme et il y a qu'est-ce que je fais. Tu as pointé les deux aspects. C'est-à-dire, l'immobilisme, là au milieu, en fait, c'est de dire, là, la situation actuelle, telle que moi je la vis, n'est pas satisfaisante pour moi. Et dans le cas du conflit, elle n'est pas satisfaisante pour moi à cause de l'intention malveillante de telle et telle personne. Okay ? Donc, tu peux décider de faire de l'immobilisme et de rester là, dans ta situation de conflit à toi, et de te dire, là, en fait, cette situation, elle est pourrie pour moi. Je déteste la vivre et mais je veux rester. J'espère peut-être que ça va changer un jour. Donc si tu voilà. Et là, si tu veux, tu deviens acteur et même acteur passif
en disant finalement, je suis en conflit, mais c'est pas de ma faute. Okay, et dans ce cas-là, c'est-à-dire, si tu subis, tu n'as pas de marge de manœuvre et que tu peux rien faire, tu veux rien faire, pourquoi même tu te plains, quoi? Oui, c'est ça. Subis en silence, voilà, et tu vas faire ton... Tu peux te plaindre dans le sens endosser ce rôle de victime, parce que le bénéfice que tu vas aller chercher dans cet état contrarié, c'est de quémander l'attention, la reconnaissance ou la considération des gens qui vont dire c'est dur. Mais là, tu es déjà en train de faire du pour. Ou de la résistance. T'es déjà en train d'essayer d'avoir un impact sur l'autre. Et oui. Ou sur un écosystème, un tiers, neutre, qui est de dire, ah là là, c'est vrai, c'est dégueulasse ce qu'il a fait, si j'étais toi, et puis, il était au centre de l'attention, Oui, mais la neutralité sur cet axe-là, c'est d'essayer de le faire passer comme étant un allié, ou de savoir si, en fait, pour quel camp il est. Oui, tu viens chercher un allié, c'est-à-dire un support via un tiers de substitution dans ton conflit. Tu vois, donc tu essayes en fait de voir ton rapport de force et d'essayer de refaire ta cartographie des parties prenantes. Maintenant, c'est aussi, comme tu disais, et je sais pas quoi faire. Et c'est là où l'accompagnement est peut-être plus intéressant, qui est de dire, le but de cette boussole, finalement, c'est de dire, tu es dans un état qui est pas satisfaisant pour toi, et tu sais pas quoi faire, et peut-être que tu aimerais bien savoir qu'est-ce que tu pourrais faire. Oui, mais j'entends. Et en même temps, j'ai l'impression qu'à la lecture de ta boussole, moi qui suis pas du tout un expert de ton travail, le pour et le contre semblent pas du tout les meilleures options. Donc en fait, il me reste le avec ou sans. Le sans. Donc en fait, je sais pas trop quoi faire. Il est plus sur cet axe de ce que je perçois que dans l'autre. Alors, il est plus dans cet axe-là si tu cherches à résoudre le conflit. Et résoudre le conflit, c'est-à-dire qu'une fois finalement qu'il y a eu une décision satisfaisante pour l'ensemble des parties, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucune qui va essayer de se venger d'un côté et qui est donc satisfaisante pour toi, finalement, il n'y a plus de conflit. Le conflit a disparu, c'est dissous. Il y a juste une interaction différente, mais qui n'est pas conflictuelle. Maintenant, sur cet axe pour-contre, qui est un axe de gestion de conflit, qui reste conflictuel, c'est-à-dire qu'on va toujours être dans un rapport de force, de pouvoir, d'influence, de ce que tu veux, et qui est de dire que la balle va passer, le balancier va passer d'un côté ou de l'autre en fonction des ressources, des pouvoirs, de la temporalité, etc. C'est le croisement des courbes dans un conflit. Mais en fait, tant qu'on reste là-dedans, on reste dans une situation qui est insatisfaisante, et finalement, on nourrit cette insatisfaction en pensant que les actions qu'on fait vont pouvoir peut-être ou pas stopper la situation à un moment. Okay. Mais là, quand je pose ça dans la boussole, c'est juste de dire, toi, tu es au milieu, et voilà les directions que tu peux avoir. Et évidemment, il y a des directions qui sont intermédiaires. Tu peux faire du sans, contre, avec, pour, etc. Enfin, tu as des subtilités que tu peux avoir là-dedans, mais qui est juste de dire, ça te permet de t'orienter finalement dans les interactions que tu peux avoir. Et ce qu'on cherche là, finalement, c'est, pour faire ça, ça oblige d'une certaine manière à clarifier la cartographie des parties prenantes, la clarifier des enjeux et des impacts, l'analyse de situation telle qu'elle est pour l'autre, donc finalement clarifier un mandat, et de clarifier un objectif de qu'est-ce qui, pour moi, serait le plus satisfaisant compte tenu de ce que je peux interpréter, comprendre de la situation. Et c'est là où c'est un outil qui peut aider. Donc, il est gros de tous ces outils qui viennent autour, mais qui est juste de dire, si tu as identifié un conflit et que tu es capable d'identifier le conflit, voilà les différentes options qui peuvent s'offrir à toi, sachant que chacune peut avoir un bénéfice et des désagréments, des engagements des conséquences qu'il peut avoir autour, et libre à toi de t'orienter finalement dans le conflit, parce que ça peut être très intéressant pour une victime de rester victime. Oui. Mais là, elle le fait volontairement, c'est-à-dire elle assume sa position, plutôt que de dire « moi, je suis victime, mais si ça tenait qu'à moi, je ne le serais pas ». Oui, généralement, c'est dans la prise de conscience que c'est compliqué pour la victime de rester victime. C'est la victime senior dans Cartman. Inconsciemment, Et donc là, si tu veux, l'intérêt peut-être
de l'approche que je défends de la résolution de conflits, c'est de dire que au bout du bout, comme position philosophique, c'est de dire que si les parties prenantes sont pleinement auteurs de leur position dans l'interaction, alors on peut considérer que c'est un choix volontaire de prendre la position qu'elles ont. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui est bourreau, quelqu'un qui est victime, quelqu'un qui est ce qu'il veut, mais il le fait volontairement. Et c'est différent, en fait, de le faire inconsciemment, comme tu disais, que de dire, oui, en fait, la position qui est pour moi la plus acceptable, c'est celle d'être bourreau, quoi. Très clair, très clair. Et dans ce modèle qui semble simple de prime abord, mais qui est subtil vraiment quand on creuse, et ton livre le fait vraiment très bien, bah, t'apportes une complexité supplémentaire puisque tu nous fais une double boussole de la résolution de conflits. Alors j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que tu mets au centre cette notion d'entêtement ou de contrainte ressentie avec cette tension entre les deux. Mais je te cache pas que dans la lecture que j'ai de ton ouvrage, c'est comme si je me disais j'ai un truc sous les yeux qui est puissant et j'arrive pas dans ma lecture moi encore à le comprendre pleinement tel que toi t'as voulu l'écrire. Est-ce que tu peux m'éclairer sur cette double boussole, pardon? Ça rejoint le fait que si on imagine une interaction conflictuelle entre deux personnes, entre toi et moi, par exemple. Dans cette dimension pour ou contre, donc soit je me soumets, soit je résiste, si tu veux, il y a une forme de faire trop ce qui ne marche pas. Ce que j'appelle l'entêtement. D'accord. C'est-à-dire que tu sais que ça marche pas, tu sais que c'est pas le bon point de vue, tu sais que l'autre résiste, et tu dis je m'entête à vouloir défendre ce point de vue-là. Vaille que vaille. Vaille que vaille. Et en fait, cet entêtement est finalement le constat d'échec du comportement que la personne adopte dans l'interaction. D'accord. Tu vois, c'est je suis pas satisfait parce que l'autre m'impose un truc que je ne veux pas. Et finalement, soit je me soumets de plus en plus, soit je résiste de plus en plus. Donc ça cristallise les positions. On va arriver à du positionnisme en fin de compte. Chacun campe sur son truc. Et plus l'autre finalement fait un mouvement, plus plus la personne va renforcer sa position. Donc on rentre en fait avec des gens qui vont de moins en moins se parler, qui vont être de plus en plus distants, et ça va être de moins en moins efficace. Oui, et puis tu crées les conditions de ton, c'est ta prophétie autoréalisatrice, tu crées les conditions de ton échec. Exactement. C'est passé. Et ça, cette prédiction réalisatrice, c'est ce que j'appelle l'entêtement. Et cet entêtement va provoquer ou peut provoquer chez l'autre l'impression que c'est une contrainte. Donc plus tu t'entêtes un truc et tu sais que ça marche pas, donc c'est aussi insatisfaisant si tu veux cette prédiction-là, plus l'autre peut l'interpréter comme étant une contrainte. Là aussi, pour dire que finalement, ce que toi tu interprètes comme une contrainte volontaire de la part de l'autre, peut-être certainement, en fait, une forme d'entêtement chez l'autre, en fait. D'accord. Pour plein de raisons, ça peut être un biais d'engagement où tu te dis j'ai tellement parcouru que je vais pas lâcher maintenant. Il y a si peu à défaire. Lâcher, c'est. Ouais. Oui. Et là, tu as tous les biais en fait qui vont savamment nourrir tout ça, si tu veux. Mais si on reprend l'exemple de départ, le commercial qui dit pour bien me faire voir, en fait, il faut que je vende beaucoup, que je signe beaucoup de contrats. Et il s'est foutu ça en tête. Et donc, plus il signe de contrats, plus il a l'impression en fait qu'il va être estimé. Donc, il s'entête dans cette voie-là. Et quand il rencontre le responsable des opérations, lui dit mais en fait, tu es en train de me dire qu'il faudrait que je double mes stocks alors que je peux pas le faire.
Donc, tu es en train de me contraindre, moi, sur un truc. Bon. Et c'est là où on rejoint ce côté, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est que là, on peut s'apercevoir que sous un autre angle, l'intention qu'on a est peut-être à des conséquences qui sont très dommageables. Et ça, on peut en prendre conscience. Et l'intérêt de la boussole là-dessus et de la double boussole, c'est de dire, c'est une invitation finalement à prendre un peu de hauteur et d'imaginer les différentes interactions qu'on pourrait avoir pour se rendre compte que finalement, celle de l'entêtement a peu de chances d'être satisfaisante, alors qu'une option de faire avec ou sans l'autre a de bien meilleures chances d'apporter un résultat satisfaisant. Très clair. Très pour clair. Soi et pour les autres. C'est-à-dire que c'est là où on ouvre ces fameux objectifs communs partagés, ces projets collectifs, ces actions conjointes, qui fait qu'un vrai collectif peut être beaucoup plus productif que simplement un individu, voire une agrégation d'individus mais qui ne sont pas coordonnés. Oui, cet objectif commun partagé qu'on retrouve dans le travail de Uri Fischer, nous on l'a dénommé légèrement différemment. On parle d'état final partagé. C'est la première chose sur laquelle on va se mettre d'accord. Hein, c'est quoi la destination finale? Qu'est-ce qu'on veut pour les deux parties prenantes? Exactement. Et c'est là, si tu veux, où ma proposition ne va pas à l'encontre des meilleures pratiques qu'il y a à l'heure actuelle dans le domaine, mais c'est peut-être une manière de l'éclairer un peu différemment. Oui, c'est ça. C'est d'enrichir le débat en fait. En fait, tu apportes ton faisceau de lumière sur une discipline et avec son axe, sa colorimétrie, et c'en est vraiment intéressant. Pour le coup, c'est ce que je te dis en aparté. Moi, j'ai pris du plaisir. Enfin, j'aime lire ce genre d'ouvrage parce que il ne laisse pas indifférent. Il n'y a pas cette sensation de déjà vu. Alors à certains moments on peut être d'accord, à d'autres un peu moins. C'est même pas le sujet sur ton ouvrage, mais forcément quand il y a quelque chose de nouveau, bah mais il oblige à réfléchir et à penser la discipline légèrement différemment. Et des fois c'est pas grand chose, ça peut être un pas de côté. Et ce pas de côté est intéressant parce que tu te dis c'est intéressant, je l'avais pas vu comme ça. Est-ce que sur ce travail que t'as fait sur ton ouvrage, il y a quelque chose que j'ai oublié de souligner et que toi qui te tient vraiment à cœur d'en parler? On a abordé je dirais 3 points qui sont ce que je voulais mettre en avant dans l'ouvrage. C'est une certaine définition du conflit, la distinction entre la résolution et la gestion de conflit me semble importante, l'outil que je propose avec la boussole, et il y a une approche philosophique de l'ouvrage au sens de remettre au centre les personnes comme étant décisionnaires à leur niveau dans l'interaction. Et il me semble que c'est quelque chose pour moi qui est important dans la résolution de conflits telle que je la défends, c'est-à-dire que moi, quand j'interviens sur des conflits, c'est pas mon conflit en fait. Bien sûr, t'es entière. C'est le conflit des personnes. Donc je suis là pour les outiller, les aider, les éclairer, les accompagner. Mais il me semble que la meilleure résolution de conflit qu'on puisse avoir, c'est que les personnes soient satisfaites de la décision qu'elles ont prise collectivement dans l'interaction. Et il y a un deuxième point qui me paraît important, c'est... Et tu peux avoir une personne qui n'est pas satisfaite. C'est-à-dire, par exemple, je pourrais avoir une interaction avec quelqu'un, avec quelqu'un qui vit. Je l'ai rencontré sur un dossier. On avait quelqu'un qui était dans un conflit et qui ne vivait que à travers le conflit, qui avait été licencié il y a 20 ans et qui 20 ans après continuait à avoir une activité nocive pour l'entreprise avec l'animation d'un blog et des écrits qui étaient vindicatif. Donc il vivait de ce conflit, il vivait de cette reconnaissance qu'il pouvait avoir avec les personnes qui partaient depuis sur l'entreprise. L'entreprise n'avait qu'une seule envie au bout d'un moment, c'est de faire 100, mais compliqué de faire 100 si l'autre te marque avec l'autre. Alors c'est là où il y a toute la technicité derrière. Là on parle du modèle
termes généraux, mais évidemment, on ne peut pas simplement décréter soi le point de vue de l'autre, parce que là, en fait, ce que j'entends, c'est l'organisation aimerait que l'autre fasse ça. Oui, non, mais ça peut être tout simplement de dire, je coupe les ponts, j'arrête là et je me casse, on se revoit plus jamais. Donc tu fais 100. Et puis l'autre te dit, non, mais moi je suis pas du tout d'accord, on va continuer à se voir, moi je vais continuer à vous pourrir, je vais continuer à impacter votre réputation. Alors c'est là où, en fait, ça détermine aussi le champ d'action possible d'une personne, si tu veux. Si elle a le pouvoir, effectivement, de te contraindre à rester dans la relation, eh bien, ça veut dire que finalement, la cartographie des pouvoirs de la personne a peut-être mal été faite sur le point. Ça ne veut pas dire non plus que ce soit simple, facile et que c'est une option qui paraisse nécessairement évidente dans l'analyse de la situation. Mais ce que je pense, c'est que au bout du bout, s'il reste de l'insatisfaction, alors à un moment donné, il y aura de la revanche. Donc ça, c'est un point qui ouvre sur les conséquences et les impacts de la relation conflictuelle, qui est de dire qu'est-ce qui se passe le coup d'après la résolution du conflit. Et de se dire, tu prends un conflit international, qu'il se termine d'une manière ou d'une autre. C'est quoi la prochaine? Il restera, enfin, qu'est-ce qui se passe après? Très clair. Parce que et poser ça, c'est poser aussi l'intention que la personne a dans le conflit. Et qui permet, quand tu fais la double boussole aussi, de pouvoir imaginer, postuler le mandat de l'autre, en fait, l'intention de l'autre. Très clair. Écoute, passionnant, Benjamin. J'ai l'habitude de finir le podcast par une question que je t'ai déjà posée, c'est si le Benjamin d'aujourd'hui devait rencontrer le Benjamin d'il y a 20 ans. Donc je te la poserai pas, mais si le Benjamin d'aujourd'hui devait rencontrer le Benjamin juste avant qu'il commence à écrire son livre, quel est le conseil que tu lui donnerais à ce Benjamin juste avant qu'il écrive son livre, qu'il commence à coucher sur le papier ses idées? Le conseil que je me suis donné, je pense, à ce moment-là, qui était tu peux pas tout faire dans un bouquin. D'accord. Et le parti pris que j'ai là était de poser le cadre conceptuel. Avant tout, avec cette ouverture sur les outils, mais qui est de dire, parce que à l'origine, je voulais développer beaucoup plus la partie de cette boussole-là, mais ça sert à rien de faire un bouquin qui fait 800 pages et où finalement, c'est pas les mêmes publics, les mêmes intentions, les mêmes usages. Donc, après, il y a un effort qui a déjà été fait sur essayer d'être clair dans les idées, mais ça reste, voilà, il y a encore un travail à faire à ce niveau-là. Mais pas de vulgarisation, mais de lisibilité. Donc ça, je peux entendre que ça reste conceptuel. Et c'est ce que je te disais en retour, mais il y a un choix, il y a un parti pris qui est fait. Le choix d'avoir quelque chose de conceptuel est intéressant parce qu'il amène une subtilité et une nuance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Donc, c'est ma perception. Ton écrit apporte énormément de subtilité, de nuance et de recul. Je vais pas dire sur notre discipline parce que c'est plus large que la négociation et moi je m'inscris vraiment dans cette négociation, mais tu parles vraiment de résolution de conflits, donc je pense que c'est applicable aussi bien à des médiateurs, à des avocats, à des gens qui veulent faire de l'arbitrage, à des coachs. On est vraiment sur la famille large de la résolution de conflits. Donc, ça apporte ce côté conceptuel à un public, je pense, initié, un regard intéressant. Et forcément le penchant de ce sujet, c'est que, et c'est une fois de plus ma perception, c'est qu'il me semble moins accessible à un public non initié ou moins de pairs, PAIRE, sur notre sujet. Mais après, et ce qui est ça, je l'assume. Et j'assume aussi de travailler à un ouvrage qui est plus là sur l'usage de cette boussole et ce que ça implique, donc quelque chose de plus pratique et peut-être plus divers, mais qui présuppose d'avoir déjà posé
ce cadre général qui est fait dans ce livre-là. Non, mais très clair. Après, comme tu le soulignes, je pense que c'est mon intention est aussi de nourrir et de susciter un débat sur ces questions-là. Ouais, en tout cas, justement pour les subtilités et sortir un petit peu des recettes toutes faites que l'on peut trouver parfois sur la résolution de conflits, la négo, etc. Et qui est de dire, en fait, si tu ne maîtrises pas toutes les subtilités du bagage derrière, c'est juste, tu vas faire un massacre, en fait. C'est juste, tu vas chasser le moustique avec du bazooka. Par contre, quand tu sais bien les utiliser, oui, tu dis, c'est de la vulgarisation, mais d'un outil qui se manie quand même. Passionnant. Un grand merci à toi, Benjamin, pour le partage de ton livre. C'était très agréable et très enrichissant d'échanger là-dessus. Comme toujours avec toi. Merci beaucoup. Merci Benjamin. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé notre podcast, abonnez-vous. Toutes les 2 semaines, nous recevons un expert sur le thème de la négociation et même de manière plus connexe sur les sujets qui sont afférents à la négociation. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Pour Parler. Merci.